Le foie est la plus volumineuse glande digestive et le plus volumineux des viscères humains. Il pèse en moyenne 1,5 kg chez l'adulte. Il assure 3 fonctions vitales, des fonctions de synthèse, de stockage et d'épuration. Il joue en particulier un rôle dans le métabolisme des glucides, des lipides. Il emmagasine des vitamines liposolubles et le fer. Il joue un rôle dans la fonction sanguine, en produisant notamment des facteurs de coagulation. Il joue un rôle d'élimination des hématies et des leucocytes vieillis. Et il transforme la bilirubine libre, qui est toxique, en bilirubine conjuguée, non toxique. La bilirubine provient de la dégradation des globules rouges dans la rate. Enfin, le foie assure une fonction antitoxique et d'épuration. Il détruit les toxines et certains médicaments. On parle de clairance hépatique. Comme on peut le voir sur ce schéma, le foie occupe pratiquement tout l'hypocondre droit, depuis la 5e jusqu'à la 10e côte. La loge sous-phrénique droite, vous voyez ici le diaphragme avec son centre tendineux, la partie supérieure du creux épigastrique, ainsi qu'une partie de l'hypocondre gauche en avant de l'estomac. Comme on le voit sur cette vue péropératoire, il présente une couleur rouge-brun. C'est un organe qui est friable, entouré d'une capsule fibreuse ou capsule de Glisson sous le péritoine. Le foie est un organe intrapéritonéal avec une zone postérieure non péritonisée que nous décrirons plus tard, c'est l'aéra nuda. On voit que le foie soulève les coupoles diaphragmatiques à droite et à gauche, la coupole droite étant plus haute d'environ un espace intercostal que la gauche. Grossièrement, le foie a la forme de la moitié supérieure d'un ovoïde sectionné suivant son grand axe. Il présente donc une face supérieure ou diaphragmatique qui épouse la concavité du diaphragme, une face inférieure ou viscérale qui repose sur la masse des organes abdominaux. Ceux-ci d'ailleurs forment une empreinte sur cette face inférieure. La face postérieure est non recouverte de péritoine. Elle est située entre les deux feuillets du ligament coronaire que nous décrirons sur la planche suivante. Et enfin, il existe 3 bords, dont le plus important est le bord antérieur, qui est un bord dit aigu, tranchant, que l'on voit ici, et qui est très proche du rebord costal. Le foie est normalement non palpable car thoraco-abdominal et presque entièrement recouvert par les dernières côtes. Lorsqu'il est palpable, cela peut être par exemple le signe d'une cirrhose avec fibrose hépatique. On note sur la face diaphragmatique du foie la présence d'un ligament, le ligament falciforme, ici représenté en jaune, qui va séparer le foie en 2 lobes, un lobe droit et un lobe gauche, et qui est bien visible sur cette dissection. Le ligament falciforme est un vestige du mésentère ventral qui relie le foie à la paroi abdominale antérieure. Il s'insère sur la face inférieure du diaphragme, sur la xiphoïde et l'ombilique. Il contient entre ces 2 feuillets le ligament rond du foie, vestige de la veine ombilicale. C'est ce que j'ai représenté ici. Cette veine ombilicale s'oblitère au cours du développement, mais peut se réouvrir en cas d'hypertension portale et est d'ailleurs à l'origine d'anastomose porto-cave. Entre le lobe droit et le lobe gauche se trouve l'empreinte du cœur, dont le foie est bien évidemment séparé par le diaphragme. À noter que le lobe gauche et le lobe droit sont exclusivement définis par leur rapport avec le ligament falciforme. Ceux-ci diffèrent de ce qu'on appelle le foie droit et le foie gauche, qui sont respectivement définis par le territoire vasculaire du pédicule portal droit et du pédicule portal gauche que nous décrirons plus tard. La limite entre le foie droit et le foie gauche est beaucoup moins nette que celle qui sépare les 2 lobes. Elle va d'une ligne partant de la veine cave inférieure et qui se poursuit jusqu'au lit de la vésicule biliaire. On voit ici la vésicule biliaire. On imagine une ligne virtuelle qui remonterait comme ceci jusqu'à la veine cave inférieure, non visible sur cette dissection, et qui séparerait tout le foie gauche du foie droit de l'autre côté de la vésicule biliaire. C'est à la face inférieure du foie que vont arriver les éléments du pédicule hépatique. Sur cette face inférieure du foie sont aussi appendus 2 petits lobes que l'on appelle le lobe caudé et le lobe carré. Le lobe carré est cette partie du foie située entre le ligament falciforme et la vésicule biliaire. C'est toute cette partie. Le lobe caudé n'est visible qu'à la face inférieure du foie. Nous allons maintenant pouvoir décrire plus en détail la face viscérale et la face postérieure du foie
en étudiant cette vue inférieure et cette vue postérieure. La face viscérale du foie regarde en bas, en arrière et à gauche, comme on peut le voir d'ailleurs sur cette vue antérieure, où le bord antérieur du foie a été surélevé par deux écarteurs. On note sur cette face viscérale la présence d'empreintes formées par les viscères abdominaux. L'empreinte formée par l'angle colique droit, l'empreinte duodénale et l'empreinte rénale. On imagine sur ce schéma l'empreinte formée par l'angle colique droit, par le duodénum et plus en arrière par le rein droit. L'estomac forme aussi une empreinte du côté gauche. On peut noter sur cette face viscérale l'arrivée du pédicule hépatique qui contient l'ensemble des éléments entrant et sortant du foie, l'artère hépatique propre, la veine porte et les deux canaux biliaires se joignant pour former le cholédoque après avoir reçu le canal cystique. La vésicule biliaire, que nous décrirons plus tard, est accolée à cette face inférieure du foie. Elle se poursuit par le canal cystique, formant ainsi la voie biliaire accessoire. Sur cette face inférieure, on note aussi le ligament falciforme, contenant le ligament rond du foie, reliquat fibreux de la veine ombilicale, qui chez le fœtus transporte le sang oxygéné du placenta au fœtus. En arrière, il existe ce qu'on appelle la fissure du ligament veineux, qui est également un vestige d'une veine embryonnaire court-circuitant la circulation hépatique et qui régresse après la naissance, laissant un reliquat, cette fissure du ligament veineux. Enfin, on note sur cette face viscérale deux lobes clairement identifiables, le lobe carré situé entre la vésicule biliaire et le ligament falciforme en avant du pédicule hépatique, et le lobe de Spiegel ou le lobe codé qui correspond aussi, nous le verrons plus tard, au segment 1 selon la classification de Quinault. Ce lobe codé s'insinue entre la veine cave inférieure et le pédicule hépatique et surplombe la bourse mentale. On retrouve d'ailleurs sur cette vue antérieure du foie le lobe codé s'insinuant entre la veine cave inférieure en bleu foncé et la veine porte en avant. Ce lobe surplombe l'entrée du foramen omental représenté par la flèche verte. On considère assez grossièrement qu'il existe à la face inférieure du foie deux sillons sagittaux et un sillon transverse formant la lettre majuscule H. Le sillon sagittal droit va du lit de la vésicule biliaire à la veine cave inférieure. Le sillon sagittal gauche va du ligament falciforme à la fissure du ligament veineux, et le sillon transversal passe par le pédicule hépatique, c'est-à-dire la veine porte, l'artère hépatique, des lymphoneux, des voies biliaires et les nerfs du foie. Voici donc cette lettre H que l'on peut même être amené à voir sur une coupe scanner comme nous le verrons plus tard. La face postérieure du foie est visible sur cette vue postérieure. Elle est située entre les bords postéro-inférieurs et postéro-supérieurs du foie. Elle est verticale avec une concavité marquée épousant le rachis. Cette face postérieure présente d'ailleurs un sillon vertical qui entoure la veine cave inférieure. On le voit aussi sur cette vue inférieure du foie, montrant que la veine cave inférieure est incrustée dans le foie, dans son sillon, et ceci constitue d'ailleurs, avec les veines sus-hépatiques qui rejoignent la veine cave inférieure, l'un des moyens principaux de fixité du foie surplombant la cavité abdominale. Alors, cette face postérieure est très peu recouverte de péritoine. On voit notamment ici le ligament falciforme, ou plutôt son bord postérieur, reliant la face diaphragmatique du foie à la face inférieure du diaphragme et correspondant à la partie antérieure du mésogastre. Bien, ce ligament falciforme, en arrière, va s'élargir progressivement pour former les deux ligaments coronaires qui se poursuivent latéralement de chaque côté pour former les ligaments triangulaires. Ce qui est représenté en pointillé est bien évidemment la ligne de réflexion du péritoine viscéral sur le péritoine pariétal, se poursuivant en haut avec le péritoine recouvrant la face inférieure du diaphragme et en arrière sur cette vue postérieure sur le péritoine pariétal postérieur. Ces deux feuillets péritonéaux, ou ces deux lignes de réflexion, se poursuivent avec le petit omentum qui va entourer les éléments du pédicule hépatique. Ce petit omentum est représenté en vert sur ce schéma et on a découpé une fenêtre pour montrer la veine porte
de la même couleur, avec en avant l'artère hépatique, qui sur ce schéma est déjà divisée en ces deux artères hépatiques droite et gauche, et le conduit cholédoque. Sur la face postérieure du foie, on nomme la zone dénuée de péritoine, située entre les deux feuillets du ligament coronaire puis du ligament triangulaire, l'aéra nuda, dans laquelle se trouve d'ailleurs la veine cave inférieure. Ce schéma nous permet de décrire un peu plus en détail le petit omentum, provenant du mésogastre antérieur, constitué de deux feuillets péritonéaux, antérieurs et postérieurs, étendus du hile du foie, c'est-à-dire ici sur ce schéma, d'un côté, jusqu'à la petite courbure, l'ésophage abdominal et la partie supérieure du premier duodénum. Il existe plusieurs parties dans ce petit omentum. À droite se trouve le bord libre du petit omentum et immédiatement sur la gauche, le pédiculé hépatique que nous avons déjà décrit. Donc c'est la partie vasculaire du petit omentum. Puis nous avons une partie qui est un peu plus flaccide et un peu plus haut, une partie un peu plus dense où peut se trouver des rameaux du nerf vague. Nous pouvons maintenant décrire un peu plus en détail les éléments du pédicule hépatique dont il est nécessaire de connaître la disposition. La veine porte a déjà été décrite. Elle se dirige en haut et à droite et va se diviser en ces deux branches portales, droite et gauche, qui, je vous le rappelle, définissent le foie droit et le foie gauche. L'artère hépatique propre du foie provient de l'artère hépatique commune, qui devient artère hépatique propre après la naissance de l'artère gastro-duodénale. Cette artère hépatique commune est une branche du tronc cœliaque. L'artère hépatique propre va se diviser un peu plus bas que la bifurcation de la veine porte et va donner une artère hépatique gauche, une artère hépatique droite, qui vont chacune poursuivre leur division de la même manière que les veines portent. Enfin, on voit ici la confluence biliaire résultant de la réunion des deux canaux hépatiques gauche et droit pour former le canal hépatique commun. Celui-ci va devenir le conduit ou canal cholédoque après avoir reçu le conduit cystique provenant de la vésicule biliaire, lieu de stockage de la bile produite par le foie. Le retour veineux du foie s'effectue par les veines hépatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure. Nous les décrirons plus tard. Il s'agit de la veine hépatique droite, la veine hépatique moyenne et la veine hépatique gauche. Retenez que la veine hépatique moyenne se trouve dans la profondeur de la scissure portale principale, allant de la veine cave inférieure au lit de la vésicule biliaire. C'est donc sur ce sillon sagittal droit que se projette la veine sushépatique médiane. Maintenant que nous avons décrit l'anatomie générale du foie, nous allons pouvoir expliquer sa structure, en particulier la composition des unités fonctionnelles que l'on nomme les lobules hépatiques. Ces lobules hépatiques sont constitués d'hépatocytes, la cellule fonctionnelle du foie, regroupés autour d'une veine centrolobulaire et entourés par des espaces portes. Ces espaces portes, ici vus à plus fort grossissement, contiennent des éléments de division du pédicule porte, en particulier une veine provenant de la veine porte, de l'artère hépatique, et un conduit biliaire dont la réunion avec les conduits adjacents va finalement aboutir au canaux hépatique. Entre l'espace porte et la veine centrolobulaire, l'espace est occupé par les hépatocytes. Nous voyons aussi une coupe histologique montrant une veine centrolobulaire et un espace porte. À plus fort grossissement, on reconnaît une artériole, qui provient donc de l'artère hépatique, un canal biliaire, une veine provenant de la veine porte, le tout entouré d'hépatocytes. Nous allons maintenant pouvoir étudier la segmentation hépatique selon Quinault, qui est une division du foie en plusieurs segments, adaptée à la chirurgie, notamment lorsqu'une résection est réalisée. Le principe de la segmentation hépatique repose sur la division fonctionnelle et vasculaire du foie. En effet, le foie est divisé en territoires fonctionnels, dénommés secteurs puis segments, correspondant chacun à des territoires vascularisés par l'artère hépatique et la veine porte. La segmentation hépatique va donc diviser le foie en secteurs, eux-mêmes divisés en segments. Nous allons reprendre cette vue antérieure du foie
et montrer sur cette même vue en transparence les veines qui vont et viennent au foie, c'est-à-dire la veine porte et les veines sus-hépatiques qui rejoignent la veine cave inférieure. Alors, vous voyez que ces veines sus-hépatiques vont délimiter dans le foie plusieurs secteurs. Alors, décrivons déjà la scissure portale principale qui part du bord gauche de la veine cave inférieure et qui se dirige vers le lit de la vésicule biliaire. Cette scissure qui n'est pas visible sur la surface du foie va contenir dans sa profondeur la veine sus-hépatique médiane qui va séparer le foie en deux parties, le foie droit à sa droite du foie gauche qui est situé à sa gauche. La veine hépatique droite va séparer le foie droit en un secteur latéral droit et un secteur paramédian droit. Vous imaginez, pour avoir une vision simplifiée de la chose, que le foie est un gâteau dans lequel on va séparer, dans lequel on va couper plusieurs tranches. La veine hépatique médiane coupe le foie en deux. La veine hépatique droite sépare la partie droite en deux sous-parties. De la même manière, la veine hépatique gauche ou sus-hépatique gauche sépare le foie gauche en un secteur latéral gauche et un secteur paramédian gauche. La veine hépatique gauche se situe dans la scissure portale gauche. La veine hépatique droite se situe dans la scissure portale droite. Alors ensuite, la veine porte va se diviser dans le foie et délimiter dans chaque secteur plusieurs segments numérotés de 1 à 8 sur la face inférieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors suivons la branche portale droite qui va donner une première branche pour le secteur paramédian droit. Cette branche paramédiane va se diviser en une branche se dirigeant vers le haut et qui va aller vasculariser le segment 8, une branche vers le bas, vascularisant le segment 5. La veine porte se poursuit ensuite et va à nouveau se diviser en une branche supérieure pour le segment 7 et une branche inférieure pour le segment 6. La branche portale gauche monte un peu plus haut que la branche portale droite, qui, vous voyez, est presque horizontale. Elle se dirige vers le haut, puis vers l'avant, et en arrière du ligament rond, dans une zone que l'on appelle le récessus de Rex, va se diviser pour une branche partant vers la droite, c'est la branche du segment 4. Le segment 4, ici représenté, correspond au lobe carré que nous avons déjà décrit précédemment entre le ligament rond et la vésicule biliaire. Le lobe carré, et c'est ce que l'on voit sur ce schéma, et sur cette dissection, on reconnaît le ligament rond, en arrière duquel on imagine va se diviser la branche portale gauche, quelque part dans la profondeur ici, la scissure portale principale qui se termine en regard du lit de la vésicule biliaire que l'on trouve ici. Donc on imagine que la scissure portale principale, qui n'est pas marquée par un relief particulier, mais dont on imagine les contours, eh bien, nous permet de représenter ici ce segment 4 ou le lobe carré du foie. Au sommet de sa courbe, la branche portale gauche va donner une branche pour le segment 2 du foie qui correspond en fait à la pointe du foie dans l'hypochondre gauche. Alors comme nous l'avons dit tout à l'heure, la scissure portale principale sépare le foie droit du foie gauche. On numérote les segments dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8 pour le foie droit. Le segment 1, qui correspond au lobe de Spiegel, est un peu à part. Il reçoit une vascularisation qui est propre. C'est le segment 1 selon Quinault. Le secteur latéral droit est donc représenté par les segments 6 et 7. Le secteur paramédian droit par les segments 5 et 8. Le secteur paramédian gauche est représenté par les segments 4 et 3. Et le secteur latéral gauche, le plus petit, est représenté par le segment 2. Lorsque on décide d'effectuer ce qu'on appelle par exemple une hépatectomie droite, eh bien l'intervention va consister à enlever le foie droit. Il faudra donc sectionner la branche portale droite et l'artère hépatique droite, de même que le canal biliaire droit, pour retirer
toute la partie droite du foie, si celle-ci est par exemple envahie par une tumeur. Alors vous pouvez vous entraîner sur ces coupes scanners à retrouver les différents segments du foie. J'ai remis ici les précédents schémas et nous allons imaginer une coupe passant par la partie supérieure du foie, une coupe passant par le pédicule hépatique à 2 niveaux et une coupe passant par la partie inférieure du foie. Nous allons essayer, sur ces coupes scanners, de décrire les structures vasculaires visibles et d'en déduire les segments hépatiques. Une coupe passant par la partie supérieure du foie va nous montrer la veine cave inférieure incrustée dans le foie et qui va recevoir les 3 veines hépatiques, droite, médiane, gauche. On rappelle que la veine hépatique médiane passe dans la scissure portale principale et que cette scissure portale principale se poursuit jusqu'au lit de la vésicule biliaire. Alors, regardez cette coupe scanner montrant le foie. On reconnaît, puisque le scanner est injecté, la veine cave inférieure qui reçoit la veine hépatique gauche, la veine hépatique médiane et la veine hépatique droite. Nous avons donc ici la veine hépatique médiane. On peut imaginer une ligne passant par cette veine hépatique et qui serait dirigée comme ceci. Sur cette même coupe scanner, nous avons ici, sur cette dissection, la veine cave inférieure, la veine hépatique médiane. Alors, si vous prenez cette ligne qui passe par la veine hépatique médiane et qui va donc séparer le segment 8 du segment 4. Nous avons donc ici le segment 8, le segment 4. Cette ligne peut être reportée successivement, comme un couteau couperait un gâteau, vers le bas, et nous allons voir qu'en descendant les coupes vers la partie inférieure du foie, eh bien, cette ligne, donc la scissure portale principale, passe par la vésicule biliaire que l'on aperçoit ici en grisé. Donc si vous avez réussi à identifier les veines hépatiques, eh bien, vous avez forcément pu déterminer les différents secteurs, le secteur latéral droit, le secteur paramédian droit, le secteur latéral droit étant parfois appelé aussi le secteur postérieur droit, le secteur paramédian gauche et le secteur latéral gauche. Nous sommes ici à la partie supérieure du foie, donc nous passons par le segment 2 du foie, qui est donc celui représenté ici. Donc, si une tumeur était présente ici, on pourrait dire que c'est une tumeur du segment 2 du foie. Descendons le plan de coupe, qui, vous le voyez ici, va passer au-dessus de la veine porte droite et va passer par le sommet de la branche portale gauche qui se dirige vers l'avant pour aller se diviser en arrière du ligament du foie. C'est ce que nous voyons sur cette coupe inférieure. Vous voyez ici ce sommet, la partie supérieure de la branche portale gauche, qui d'ailleurs se poursuit ou se divise en arrière du ligament rond du foie que l'on distingue ici, qui est chargé de graisse, et qui va donc séparer un petit bout restant de foie, qui est le lobe cette fois-ci, le lobe gauche du foie, du lobe droit. Vous voyez que c'est bien aligné. Alors, cette branche portale gauche, puisque là nous sommes en dessous du segment 2 du foie, eh bien, va se diviser pour une branche allant vers la gauche pour le segment 3 et une branche allant vers la droite pour le segment 4. Donc on peut imaginer que cette branche portale va donner une branche pour le segment 3 et une branche pour le segment 4. C'est ce que nous avons ici, segment 4, segment 3. On retrouve ici cette branche portale gauche. On continue la descente de la coupe et cette fois-ci nous allons passer par la branche portale droite. Cette branche portale droite, on la retrouve ici, va donner des branches pour le segment 8 et le segment 5 en haut. La limite entre les deux est théorique. On a dessiné une ligne ici à peu près horizontale, mais qui ne correspond bien sûr à aucun repère anatomique visible sur la surface du foie. Une coupe passant à peu près à ce niveau va donc entamer le segment 5 et le segment 8, et plus latéralement le segment 6 et le segment 7. On imagine donc sur cette coupe scanner avoir le segment 6 et le segment 7, le segment 5 et le segment 8 ici. Si vous regardez bien sur cette vue anatomique, eh bien, on a la veine cave inférieure ici, la veine porte,
et on a l'impression de retrouver cette structure en H que nous avons décrite précédemment. Enfin, une coupe passant encore plus bas par le lit de la vésicule biliaire, eh bien, vous voyez, va passer par le segment 6, par le segment 5, par le segment 4, et s'il est assez volumineux, une partie du segment 3. Nous avons donc ainsi le segment 6, le segment 5, le 4 et le 3, le 4 et le 3 étant séparés par le ligament rond. Alors voici un exercice pour s'entraîner à localiser les tumeurs hépatiques à partir de la segmentation de Quinault. Voici le scanner d'un patient qui a une tumeur du foie opérée. Une hépatectomie a été réalisée. Vous avez ici deux scanners du même patient avant l'intervention et ici un scanner après l'intervention, c'est-à-dire après que l'hépatectomie ait été réalisée. Sur chaque image, montrez la veine cave inférieure, les veines hépatiques, la veine porte, les veines portales droite et gauche, la veine splénique, l'artère à la veine mésentérique supérieure, la vésicule biliaire, le sillon ombilical si c'est possible. D'après vous, dans quel segment était située la tumeur et déterminez à l'aide du scanner post-opératoire les segments qui ont été enlevés. Les voies biliaires sont constituées de l'ensemble des canaux collectant la bile synthétisée par les hépatocytes et la conduisant jusqu'au deuxième duodénum. Nous avons ici une vue séparée du duodénum et des voies biliaires, ainsi que les voies pancréatiques qui rejoignent les voies biliaires. Voici une vue plus détaillée de l'ensemble des voies biliaires, avec le pancréas et l'artère hépatique, qui va donner notamment l'artère cystique pour la vésicule biliaire. Les voies biliaires sont ici représentées sur le cadre osseux, et nous avons repris cette vue inférieure du foie. Alors la bile est sécrétée par les hépatocytes, qui va ensuite cheminer dans les canalicules biliaires, des espaces portes, puis va rejoindre les canaux biliaires, les voies biliaires intrahépatiques, puis se jeter dans les canaux hépatiques droit et gauche, convergeant en dehors du foie pour former le canal hépatique commun. Il y a donc une partie des voies biliaires qui est intrahépatique et une partie extrahépatique. On retrouve ici la partie extrahépatique, donc visible lorsque l'on soulève la face inférieure du foie. Voici les deux canaux hépatiques droit et gauche qui convergent pour former le canal hépatique commun. Le canal hépatique commun va recevoir le canal cystique et devenir alors le canal conduit cholédoque. Ce conduit cholédoque passe en arrière du premier duodénum et en arrière de la tête du pancréas et il va fusionner avec le conduit pancréatique principal pour former l'ampoule hépato-pancréatique dans laquelle vont se mélanger les deux sécrétions biliaires et pancréatiques. Cette ampoule pancréatique s'ouvre à la face mésentérique du deuxième duodénum, au niveau de la papille duodénale majeure. Elle est entourée d'un sphincter qu'on nomme le sphincter de Die. Ce sphincter est composé d'un segment distal commun aux deux conduits et de deux sphincters propres pour chacun des deux conduits. Lors d'un repas, le relâchement du sphincter de Die permet l'arrivée de la bile et des sécrétions pancréatiques dans l'intestin grêle. Par définition, la voie biliaire principale est constituée des canaux hépatiques droit et gauche, du conduit hépatique commun et du canal cholédoque. Connectée à cette voie biliaire principale se trouve la voie biliaire accessoire constituée de la vésicule biliaire et du canal cystique. La vésicule biliaire est un organe de stockage de la bile qui est accolé à la face inférieure du foie en regard de la scissure portale principale, comme on peut le voir sur cette vue inférieure du foie. Sur cette vue antérieure, on voit que la vésicule biliaire se projette à la jonction entre le bord inférieur du grille costal et le bord latéral du muscle grand droit de l'abdomen. Ce point s'appelle le point de Murphy. Il est important à connaître car des pathologies de la vésicule biliaire peuvent entraîner une inflammation de cet organe à l'origine d'une cholécystite. Pour faire le diagnostic, on appuie le point de manière ferme sur le point de Murphy et s'il déclenche une douleur, cela signifie une pathologie de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est recouverte sur son versant libre de péritoine. Elle présente trois parties, un fond, un corps
et un col qui se poursuit par le conduit cystique. La vésicule biliaire va donc stocker et concentrer la bile produite par le foie en attendant que celle-ci soit utilisée pendant la digestion. Le conduit cholédoque participe au pédicule hépatique avec l'artère hépatique propre et la veine porte. C'est ce que l'on voit sur ce schéma. Le canal cholédoque est en avant de la veine porte et à droite de l'artère hépatique propre. Il passe en arrière du premier duodénum et de la tête du pancréas avant de se jeter dans l'ampoule hépatopancréatique. La voie biliaire principale est vascularisée par des branches naissant de l'artère hépatique commune et de l'artère hépatique droite, ainsi que des branches naissant de l'artère gastro-duodénale. La voie biliaire accessoire, et en particulier la vésicule biliaire, est vascularisée par l'artère cystique, qui est une branche de l'artère hépatique droite. On appelle le triangle de Callot une zone triangulaire délimitée par la voie biliaire principale, le canal cystique et le bord inférieur du foie en haut. La formation de calculs ou de lithiase vésiculaire est extrêmement fréquente dans la population et est généralement asymptomatique. Des complications peuvent survenir en raison d'une inflammation de la vésicule biliaire au contact du calcul. C'est ce qu'on appelle une cholécystite, avec une douleur exquise lors d'une pression au point de Murphy. Des calculs peuvent migrer dans la voie biliaire accessoire et la voie biliaire principale et aller se bloquer à un point quelconque du canal cholédoque. Ce calcul va alors entraîner une dilatation des voies biliaires en amont, à l'origine d'une douleur et d'un ictère du fait d'une accumulation de bilirubine dans le sang. Si cette stagnation de bile s'infecte, il apparaîtra alors un syndrome infectieux avec fièvre. On parle alors d'angiocolite, qui se manifeste principalement par une association de douleur, de fièvre et d'ictère. Enfin, vous comprenez bien que si le calcul se bloque à sa terminaison, il va à la fois obstruer le canal cholédoque et l'écoulement de bile, mais aussi l'écoulement du suc pancréatique, pouvant aboutir à une inflammation du pancréas ou pancréatite dont les conséquences peuvent être catastrophiques. On voit ici une cholangiographie réalisée au cours d'une intervention d'ablation de la vésicule biliaire ou cholécystectomie. Un cathéter est introduit dans le canal cystique de manière à opacifier le canal cholédoque. On le voit ici, s'aboucher dans le duodénum et vous reconnaissez ici les striations correspondant aux villosités. Durant cette intervention, la vésicule biliaire a été retirée et par ce cathéter, on vérifie l'absence de lithiase dans la voie biliaire principale. Et on vérifie bien évidemment que la voie est libre jusqu'au duodénum. Le pancréas est une glande à la fois endocrine et exocrine. La fonction endocrine est principalement la sécrétion d'insuline par les cellules bêta et du glucagon dans les cellules alpha des îlots de Langerhans. Ces hormones jouent un rôle vital dans la régulation de la glycémie. La fonction exocrine consiste en une excrétion d'enzymes pancréatiques et de bicarbonate de sodium par les cellules acineuses du pancréas dans les canalicules pancréatiques qui confluent pour former le conduit pancréatique principal ou canal de Wirsung et le conduit pancréatique accessoire ou canal de Santorini qui se jette dans le deuxième duodénum. La sécrétion de bicarbonate permet de neutraliser l'acidité du chyme stomacal arrivé dans le duodénum. Cette neutralisation est nécessaire pour activer les enzymes pancréatiques, principalement hydrolase et amylase lipase, jouant un rôle important dans la digestion. L'insuffisance sécrétoire, comme on peut le rencontrer lors d'une pancréatite chronique, est à l'origine d'une malabsorption et d'une malnutrition. On peut reprendre rapidement cette planche pour décrire l'embryologie du pancréas. Le pancréas provient de la formation de deux bourgeons, un bourgeon ventral et un bourgeon dorsal. Le bourgeon ventral se développe dans la paroi de l'anse duodénale. Le bourgeon dorsal naît du bourgeon du cholédoque qui va se poursuivre par le bourgeon hépatique.
Comme on peut le voir sur ces schémas du haut, vers la 5e semaine, le bourgeon ventral va migrer dans la région dorsale et fusionner avec le pancréas dorsal. Le pancréas se développe dans l'anse duodénale et va se poursuivre dans le mésodiodénum et le mésogastre postérieur, en arrière de l'estomac. Revenons maintenant sur la précédente planche pour décrire le pancréas à l'âge adulte. Le pancréas est un organe profond entre le duodénum à droite et la rate à gauche. Il est en arrière de l'estomac, dont il est séparé par la bourse omentale, et il est en avant des vertèbres L1, L2. Cette glande est considérée comme rétropéritonéale du fait de l'accolement du mésodiodénum. On voit ici un pancréas prélevé avec le duodénum en vue d'une transplantation pancréatique. Le pancréas a une couleur jaune pâle avec un aspect légèrement granuleux. Sa taille moyenne est de 12 à 15 cm pour un poids de 80 grammes. Le pancréas est un organe extrêmement fragile car il n'a pas de véritable capsule, ce qui explique notamment la gravité des cancers du pancréas car l'expansion se fait rapidement en dehors du pancréas. On lui décrit donc une extrémité droite et une extrémité gauche. Il décrit grossièrement une courbure à convexité antérieure moulée sur le rachis, c'est-à-dire qu'il va avoir cette direction. Voici un pancréas isolé qui montre les différentes parties du pancréas, la tête qui, encore une fois, vient s'incruster dans le cadre duodénal. On parle de jante pancréatique, cette gouttière dans laquelle vient s'encastrer le duodénum. La tête du pancréas est située à droite de la ligne médiane, comme on peut le voir sur cette vue antérieure. Elle est donc encadrée par les trois premières portions du duodénum, D1, D2, D3. À gauche, la tête se poursuit avec le col. En bas, la tête se poursuit avec le processus inciné, formant une gouttière pour les vaisseaux mésentériques supérieurs, comme on peut le voir sur ce schéma, veine, artère mésentérique supérieure. Sur la face antérieure de la tête se trouve l'origine du mésocolon transverse que nous avons déjà décrite, et en arrière se trouve la veine cave inférieure, comme on peut le voir sur ce schéma, avec le deuxième duodénum, la tête du pancréas, la veine cave inférieure. Le col du pancréas relie la tête à droite et le corps à gauche. C'est la portion du pancréas qui est le plus située en avant. Sa face postérieure est en rapport avec l'origine de la veine porte et sa face antérieure est en rapport avec le pylore. On voit ici en transparence la jonction entre la veine mésentérique supérieure et la veine splénique qui va donner la veine porte. Il existe un tubercule qu'on appelle le tubercule omental à la partie supérieure de la tête. Le corps du pancréas est la partie la plus longue, située entre le col et la queue du pancréas. Elle est dirigée vers la gauche, en haut et vers l'arrière. Si on fait une section à ce niveau, on s'aperçoit que le pancréas est triangulaire à la coupe, avec 3 faces et 3 bords. On peut le voir sur ce schéma où un segment de pancréas a été retiré. On note un bord antérieur avec une face antérieure et supérieure qui va être en rapport avec l'estomac. La face postérieure est en rapport avec la veine splénique, le rein gauche, non représenté ici, mais que l'on voit sur cette coupe, et l'aorte plus en dedans. La face antéro-inférieure est en rapport avec l'angle duodéno-jéjunal et les anses jéjunales. Le bord supérieur du pancréas est en rapport avec le tronc cœliaque, l'artère hépatique commune et l'artère splénique. Le bord antérieur est en regard du mésocolon transverse et le bord inférieur est en regard de la veine mésentérique inférieure, puis des vaisseaux mésentériques supérieurs. La queue du pancréas est la portion la plus fine et fait suite au corps à droite. Elle se poursuit jusqu'aux îles de la rate. Le pancréas est parcouru par des conduits pancréatiques déversant les sécrétions exocrines dans le deuxième duodénum. Le conduit pancréatique principal naît au niveau de la queue, puis suit un trajet descendant vers la tête. Il s'unit avec le canal cholédoque pour former l'ampoule hépatopancréatique qui s'ouvre dans le deuxième duodénum.
Le conduit pancréatique accessoire est inconstant, il a un trajet ascendant et se jette environ 2 cm au-dessus du conduit pancréatique principal par la papille duodénale mineure, le conduit pancréatique principal s'ouvrant, lui, par la papille duodénale majeure. Le pancréas est vascularisé par des artères naissant du tronc cœliaque ou de l'artère mésentérique supérieure. Ces deux artères vont former un système d'arcades naissant principalement de l'artère gastro-duodénale qui va donner une artère pancréatique et duodénale supérieure et antérieure et une artère pancréatique duodénale supérieure et postérieure. Ces deux artères, cheminant respectivement en avant et en arrière du pancréas, vont se rejoindre en arrière et s'anastomoser avec l'artère pancréatico-duodénale inférieure, branche de l'artère mésentérique supérieure. On a ainsi deux cercles artériels, antérieurs et postérieurs, vascularisant la tête du pancréas. L'artère splénique, qui chemine au bord supérieur du pancréas et qui d'ailleurs y forme une gouttière, vascularise le corps et la queue du pancréas. Il existe de manière inconstante une artère pancréatique inférieure qui naît de l'artère mésentérique supérieure et qui va longer la face inférieure du pancréas. La vascularisation veineuse rejoint le tronc-porte. Au niveau de la tête, il existe des anastomoses veineuses entre la veine pancréatico-duodénale supérieure droite, qui rejoint la veine porte, et une veine pancréatico-duodénale inférieure droite, qui rejoint le tronc gastrocolique de Henle. Ce tronc gastrocolique reçoit des veines coliques, notamment la veine colique supérieure droite, et la veine gastro-omentale droite, drainant l'estomac et le grand épiplomb. La veine splénique draine la queue et le corps du pancréas. Les lymphatiques du pancréas rejoignent des lymphonoeux à l'origine de ces différentes artères. Enfin, l'innervation du pancréas est d'origine sympathique et parasympathique via le plexus cœliaque. La rate est un organe lymphoïde profond, fragile, thoraco-abdominal, situé dans l'hypocondre gauche, en regard de la 10e côte. Nous avons ici une vue latérale de la cage thoracique et du rachis, montrant la projection de la rate, protégée par les dernières côtes, dont elle est séparée par la cavité pleurale, et l'on voit ici les limites de la plèvre pariétale et de la plèvre viscérale, avec le cul-de-sac pleural. Si l'on fait une coupe qui passe par T12, on retrouve d'ailleurs la rate et ce cul-de-sac pleural. La rate joue un rôle important dans l'immunité cellulaire. Elle contrôle les infections à bactéries dites encapsulées comme le pneumocoque et le méningocoque. La rate a aussi pour fonction de réguler la formation et la destruction des éléments figurés du sang. La rate est un peu le cimetière des globules rouges. Sa taille moyenne est de 12 cm pour un poids de 200 g. Elle a grossièrement une forme pyramidale avec 3 faces et une base. La face antérieure est en regard de la grande courbure de l'estomac. C'est elle qui porte le île de la rate, recevant l'artère et la veine splénique. Sa face latérale est diaphragmatique. Elle épouse donc la coupole diaphragmatique. Enfin, la base repose sur l'angle colique gauche et on peut noter un bord antérieur crénelé caractéristique. La rate est donc un organe intrapéritonéal et péritonisé, mais dont le péritoine viscéral peut être plus ou moins accolé au péritoine pariétal. Si l'on revient sur cette coupe en T12, on voit que le péritoine qui recouvre la rate est plus ou moins accolé au péritoine pariétal postérieur, cette ligne d'accollement pouvant se poursuivre plus ou moins loin jusqu'en avant. La rate est reliée à l'estomac par l'épiplomb gastro-splénique, où passent les vaisseaux courts de l'estomac, et au pancréas par l'épiplomb pancréatico-splénique, où passent les vaisseaux spléniques. Une rate normale n'est pas palpable, car elle est entièrement recouverte du gril costal. Si elle devient palpable,
c'est que sa taille est anormalement élevée, on parle alors de splénomégalie. La rate est entourée d'une capsule fragile sous le péritoine qui fait qu'un traumatisme de la rate est en général à l'origine d'un segment continu pouvant aboutir à un choc hémorragique. Il n'y a en effet pas de contrepression spontanée permettant d'arrêter ce segment. Par conséquent, une fracture d'une des dernières côtes du côté gauche doit toujours faire rechercher une lésion de la rate pouvant être à l'origine d'un segment massif. La rate est constituée de pulpes rouges, constituée de sinusoïdes veineux riches en érythrocytes et d'une pulpe blanche correspondant à des follicules lymphoïdes intervenant dans l'immunité. La rate est vascularisée par l'artère splénique et la veine splénique, et du fait de son rôle dans l'immunité, eh bien, si une splénectomie, c'est-à-dire une ablation de la rate est nécessaire, par exemple suite à un traumatisme, les patients devront être traités par antibiotiques le restant de leur jour afin d'éviter des infections graves à pneumocoque ou méningocoque. Les anastomoses porto-caves sont importantes à connaître car à l'origine de nombreuses pathologies. Le tube digestif abdominal est principalement drainé dans le système porte. Cependant, l'ésophage thoracique est drainé par la veine azygos qui se jette dans la veine cave supérieure et la portion terminale du tube digestif, le rectum et le canal anal, est drainée par la veine iliaque interne et donc la veine cave inférieure. Par conséquent, le drainage des extrémités du tube digestif abdominal se fait vers deux systèmes, le système cave et le système porte. Il existe à ce niveau des anastomoses porto-cave. Ces anastomoses sont présentes à l'état normal, mais très peu fonctionnelles et de petit calibre. En cas de pathologie hépatique, comme par exemple une cirrhose, qui va empêcher le sang du système porte d'arriver normalement au foie, eh bien, il va se produire une hyperpression dans le système porte. Le sang va ensuite refluer dans les branches de la veine porte, à l'origine d'une dilatation de ces anastomoses porto-cave, devenant alors des varices, et le sang va refluer via ces anastomoses dans le système cave. Cependant, ces varices sont extrêmement fragiles, avec notamment pour l'ésophage un risque d'hémorragie massive par rupture de varices ésophagiennes. Les autres anastomoses porto-caves peuvent se faire entre la veine splénique et la veine rénale, qui vous voyez est juste derrière, la veine rénale gauche, la veine ombilicale et les veines cutanées de la paroi abdominale, se drainant dans la veine iliaque externe, et puis des veines anastomotiques au niveau du côlon et du duodénum, qui peuvent rejoindre aussi des veines lombaires et le système azygos. Il peut donc exister à ces différents niveaux une hyperpression de ces anastomoses porto-caves à l'origine d'une dilatation variqueuse pouvant finalement aboutir, notamment au niveau œsophagien, à des hémorragies massives. Les signes cliniques d'une hypertension portale témoignant d'un reflux dans les veines du système porte et dans les anastomoses porto-caves sont par exemple une splénomégalie, si le reflux se fait principalement dans la veine splénique, aboutissant à une volumineuse rate qui va devenir palpable, un vomissement sanguin ou hématémèse lié à une rupture de varices ésophagiennes, c'est une des principales causes de mortalité du sujet cirrhotique. Si ces varices se développent autour des veines ombilicales, elles vont entraîner une image évocatrice de tête de méduse paraombilicale, correspondant à une dilatation des anastomoses entre la veine ombilicale reperméabilisée et les veines de la peau abdominale. Alors voici quelques exemples d'anastomoses porto-caves anormalement dilatées. Quelles sont les veines en cause sur ces trois exemples? D'après vous, quels sont les signes cliniques ou les symptômes que peuvent ressentir ces patients? Alors voici rassemblées sur une même planche les principales coupes à connaître pour ce cours sur l'appareil digestif. Pour vous aider à les connaître et à surtout reconnaître les organes et les vaisseaux sur des coupes scanner, vous avez à votre disposition une série de planches anatomiques montrant de face et en coupe transversale les différentes régions de l'abdomen. Vous pourrez vous entraîner à l'aide de ce fichier PDF
à identifier les principales structures visibles sur un scanner. D'autre part, vous aurez à votre disposition une série de coupes dans différents plans de l'espace permettant d'acquérir une vision tridimensionnelle de la cavité abdominale. Enfin, nous vous expliquerons les grands principes d'un prélèvement multi-organes, en particulier des reins et du foie, intervention durant laquelle il est nécessaire de disséquer la plupart des fascias et des vaisseaux vus lors de ce cours. Alors sur cette première série PDF, que je ne vais pas commenter en détail, eh bien, nous allons voir d'une part les principales coupes anatomiques, ici simplifiées, mais qui vont apparaître successivement au fur et à mesure que les organes décrits soient visibles sur ce schéma central. Nous avons une coupe à différents niveaux et les images scanners correspondantes. Le muscle psoas avec ses deux faisceaux a été décrit dans le cadre du cours sur la région rétropéritonéale. Après être apparu sur le schéma, une flèche montre où il se trouve sur le scanner. Et on peut ainsi continuer avec l'ensemble des organes. Ici, les muscles carrés des lombes et iliaques, formant le muscle psoas-iliaque, les piliers du diaphragme, les arcades, le diaphragme lui-même, l'aorte abdominale, les vaisseaux iliaques, les artères rénales, l'artère mésentérique supérieure, la veine cave inférieure, les reins, leur projection sur le rachis, les uretères et la vessie, les vaisseaux gonadiques, les glandes suprarénales, le système porte, le cadre duodénal, le pancréas, la rate, le tronc cœliaque, la vésicule biliaire, l'estomac et enfin le foie. On peut aller ainsi d'arrière en avant pour placer ces organes et s'entraîner à les trouver sur le scanner. Vous aurez ensuite une série de coupes sagittales allant de la droite vers la gauche sur lesquelles je vous demande de reconnaître les structures fléchées. Il faut pour cela aller en avant et en arrière pour suivre chaque structure. En effet, elle est difficilement identifiable sur une seule planche. C'est la succession ou le suivi de ces structures sur les planches qui permet de déterminer sa nature. Par exemple, pour décrire ce conduit ou vaisseau, il suffit de le suivre dans un sens ou dans l'autre pour voir qu'il se jette dans un gros vaisseau ici qui passe en arrière du foie. Nous aurons ensuite la même série de coupes anatomiques, mais cette fois-ci transversales, allant de la partie basse du thorax jusqu'à la cavité pelvienne. Encore une fois, il ne faudra pas hésiter à faire des va-et-vient vers le haut et vers le bas afin de pouvoir suivre ces structures sur les planches successives et déterminer ainsi leur origine. Enfin, voici une série de coupes scanners prises chez un patient présentant un cancer pelvien, un cancer de la prostate, avec la présence de métastases ganglionnaires dans la cavité abdominale. D'autre part, ce patient présente de multiples kystes hépatiques. L'objectif de cet exercice est d'essayer de déterminer le numéro des segments hépatiques dans lesquels sont situés les kystes désignés par les flèches A et B. Je vous demanderai ensuite de déterminer le nom des structures fléchées en dehors du foie. Et enfin, et surtout, il faudra faire un schéma général de la cavité abdominale avec la colonne vertébrale, la veine cave inférieure, l'aorte, sa bifurcation, les reins, les veines et les artères rénales, et sur ce schéma, dessiner l'adénopathie, c'est-à-dire la métastase ganglionnaire que présente ce patient. À partir de coupes en 2 dimensions, il faudra restituer un schéma en vue de face. Cet exercice est essentiel pour la compréhension tridimensionnelle de la cavité abdominale. Alors voici les objectifs pédagogiques de ce cours sur l'appareil digestif. Premièrement, être capable de légender les schémas anatomiques du cours, en particulier les coupes anatomiques qui représentent des dessins fondamentaux permettant d'une part de vérifier que vous avez compris la disposition des organes dans l'espace et que vous êtes capable de la restituer sur un schéma en 2 dimensions. D'autre part, la connaissance des coupes anatomiques vous permettra de comprendre les images scanner. Il faut avoir dessiné au moins une fois les schémas construits à partir du rachis dorso-lombaire.
Je vous demande aussi de connaître les grandes étapes de développement du péritoine et du tube digestif. Pour chaque organe, il faut connaître sa description morphologique, sa situation et sa localisation éventuelle par rapport aux vertèbres, sa vascularisation artérielle, veineuse et son drainage lymphatique, son innervation et ses principales fonctions. Concernant la vascularisation, il faut connaître les principales artères digestives, leur origine, leur trajet, leur terminaison et le territoire vascularisé, et le système porte. Il est important de connaître les principales anastomoses porto-caves. Enfin, il faudra être capable d'établir une correspondance entre ces schémas fondamentaux et soit des images de dissection ou d'intervention chirurgicale simples, ou des images scanners normales ou pathologiques simples.